Bonjour à toutes et à tous. Merci encore de me rejoindre sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais commencer avec vous une nouvelle thématique, une nouvelle analyse. Et c'est une thématique qui est en lien avec l'actualité. On va débuter ensemble une évaluation, faire le point sur l'impact de la l'impact de la crise, de la pandémie du Covid-19 sur la sécurité alimentaire mondiale. En effet, c'est sous forme de mini-conférence virtuelle, permettre à toutes les personnes qui me suivent de pouvoir comprendre en fait les implications, en tout cas comprendre en partie les implications de la crise sanitaire du Covid-19, la crise mondiale qui nous occupe actuellement sur la sécurité alimentaire, l'état de la sécurité alimentaire dans le monde, en quoi elle pourrait ou elle est en train d'être affectée par cette crise sanitaire. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Mbui Elonga. J'ai suivi un master en sciences politiques et relations internationales à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique, avec une spécialisation, une expertise en ce qui concerne la géopolitique de l'Afrique centrale, plus spécifiquement de la région des Grands Lacs, et une spécialisation sur la thématique de la sécurité alimentaire, toujours dans le cadre de mon master en sciences politiques, relations internationales. Je maîtrise plusieurs dimensions de la science politique, relations internationales en ce qui concerne la diplomatie internationale, en ce qui concerne la résolution des conflits, la négociation internationale, en ce qui concerne l'étude des organisations internationales et leur fonctionnement, et tout ce qui est en lien avec la gouvernance multilatérale et autres thématiques en lien avec la scène internationale et les relations internationales. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. La pandémie Covid-19 est venue, quant à elle, aggraver la sécurité mondiale qui était déjà fragile et se retrouve actuellement davantage en danger. Pour rappel, d'après le rapport du FAO, en 2018, le monde comptait environ 827 millions de personnes qui, en 2017, souffraient de la faim. Toujours selon le rapport du FAO, et je le rappelle à titre informatif que le FAO est l'organe des Nations Unies chargé de lutter contre la faim et la pauvreté dans le monde. Donc, dans leur dernier rapport sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition, ils ont noté que le ralentissement économique de l'année dernière fut une des principales causes de l'augmentation de la faim dans le monde, entraînant jusqu'à 20 millions de personnes supplémentaires en situation de famine. Cette faim qui a augmenté n'est pas due à une pénurie de nourriture, non, mais elle est due pour des raisons socio-économiques. Les gens se sont retrouvés tout simplement sans emploi, sans argent, donc, et dans l'incapacité de pouvoir acheter leurs aliments de base nécessaires. Et actuellement, avec l'arrivée de la pandémie Covid, avec la pandémie Covid-19, les effets secondaires les plus fréquents qui furent, en tout cas, entre autres, la fermeture des économies et ce qui a donné pour conséquence une perte massive d'emplois dans le monde. Cette perte d'emploi signifie en effet pour beaucoup d'acteurs économiques, cela signifie qu'il n'y a plus de revenus, plus de salaire, ce qui
en effet, est une conséquence grave sur leur état nutritif, leur équilibre nutritif qui s'en trouve mis en danger. Dans une lettre adressée au Financial Times, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed l'a reconnu et a appelé le monde à une réponse globale dans sa conception et son application est guidée par un sentiment de solidarité mondiale. En effet, quelle est actuellement la menace la plus grande du Covid-19 sur la sécurité alimentaire mondiale? Nous sommes dans un premier temps tous d'accord que la menace la plus grande et la plus directe est d'éviter la propagation de la maladie et de la confiner et d'éviter qu'elle se répande davantage et ne cause un grand nombre de morts. Outre cette menace, une des menaces réelles actuelles est de pouvoir gérer les conséquences économiques dues aux mesures de confinement qui ont provoqué le gel de l'économie mondiale. Et cela est un désastre actuellement pour un grand nombre d'acteurs économiques qui se retrouvent sans revenus. Donc, cette menace est extrêmement importante et à la différence d'autres crises du passé, notamment la crise alimentaire des prix agricoles de 2008-2009, même la récession qui a suivi cette crise de 2008-2009 n'est pas comparable, n'est pas égale à la crise actuelle. Ici, nous avons affaire à une crise mondiale qui touche tous les pays du monde. Nous n'avons pas seulement affaire comme en 2008-2009, à une crise financière des pays du Nord qui est allée contaminer les économies du pays du Sud. Et lors d'une crise sur les marchés, lorsque les prix alimentaires fluctuent, on a toujours pour résultat d'avoir des gagnants et des perdants. Et c'est ce qu'on a observé en 2008 et en 2009, des gagnants et des perdants entre les producteurs et les consommateurs, entre les pays importateurs nets et les pays exportateurs. Mais ici, contrairement, on a affaire à une crise généralisée où nous serons tous perdants, sauf que tous les citoyens du monde ne sont pas logés à la même enseigne, tous ne sont pas exposés au même degré de perte. Le degré d'impact est divers d'un travailleur à un autre. À titre d'exemple, si vous êtes un travailleur qualifié, vous pouvez conserver votre revenu, notamment en continuant à travailler de votre domicile à l'aide d'Internet et autres outils de communication. Par contre, si vous êtes un travailleur journalier non qualifié et que, en plus, vous travaillez dans le secteur informel où vous n'avez pas de sécurité sociale, eh bien, vous êtes là directement exposé à des conséquences graves. Et c'est là que nous devons absolument résoudre ces questions d'inégalité sociale par des réponses politiques adéquates. Ici, à l'écran, vous avez un graphique illustrant différents scénarios possibles avec quelques calculs permettant de voir ce qui se passerait si, avec 1% de récession mondiale et un seuil de 1,90 $ par jour par citoyen, comment la pauvreté dans le monde serait aggravée. Comme résultat, comme on peut le voir ici à l'écran, on constate qu'avec 1% de récession mondiale, la pauvreté augmente entre 10 à 14 millions en fonction des différents scénarios. Ici, les différentes couleurs bleu, jaune, rouge correspondent à différents canaux possibles de transmission de la crise. En se posant la question suivante, qu'est-ce qui pourrait venir déstabiliser, faire dérailler le système économique mondial?
C'est reste dû au confinement de la population, c'est reste dû à la fermeture des frontières, c'est reste dû aux restrictions aux exportations ou dû à d'autres causes possibles. Et en fonction des différents canaux de transmission de la crise, nous voyons que différentes régions du monde sont touchées à des degrés divers. En Afrique du Sud, en Afrique au sud du Sahara, au sud de l'Asie, différentes régions du monde sont touchées à des degrés divers. Et particulièrement, ce sont les pays qui sont les plus sévèrement touchés dans ces scénarios-ci sont les pays, les régions du monde qui comptent le plus de pauvres, notamment en Afrique, dans le sud de l'Asie, à moindre mesure l'Amérique latine et l'Europe de l'Est. Et si on prend un des scénarios suivants, par exemple, prenons par exemple le scénario de la fermeture de toutes les frontières du monde qui actuellement se vérifie. Demain, à l'heure actuelle, les chaînes d'approvisionnement alimentaire sont en difficulté. La circulation se trouve arrêtée parce qu'il devient de plus en plus difficile au niveau logistique de trouver de la main-d'œuvre pour conduire les camions, pour transporter les stocks alimentaires d'une frontière à une autre, d'un pays à un autre. Et en plus, certaines politiques de certains pays sont en train de bloquer les frontières, de fermer leurs frontières. Ce qui vient ici avec ce scénario de la fermeture des frontières, c'est qui vient aggraver la situation de la pauvreté dans le monde, où on constate par exemple en Afrique, dans ce scénario où la pauvreté augmente environ entre 3 à 5%, simplement avec 1% de récession mondiale, comme calculé ici dans ce scénario. Voyons maintenant d'autres dimensions de la sécurité alimentaire, toujours en lien avec le volet économique, mais ici, visualisons la sécurité alimentaire comme reposant sur 3 piliers fondamentaux, sur un triangle ou sur 3 colonnes, sur 3 piliers fondamentaux qui, le premier pilier est le pilier de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Le deuxième pilier est ce pilier qui est lié à la question de la qualité nutritionnelle. Et le troisième pilier est la question de la stabilité du système économique. Et en effet, c'est outre la question de l'accès à la nourriture qui est aussi la base du système de la sécurité alimentaire dans le monde. Revenons aux 3 piliers. Le premier pilier qui est la chaîne d'approvisionnement. Actuellement, comme je l'ai déjà notifié, la disponibilité mondiale globale pour le moment est suffisante, mais on voit déjà que des interdictions d'exportation de graines, notamment en provenance de la Russie, du Kazakhstan ou du Vietnam, sont en train de générer de sérieux problèmes pour les pays qui dépendent, les pays importateurs. D'autres problèmes plus locaux où des systèmes d'approvisionnement ont rudement été coupés et pour l'instant n'ont pas encore retrouvé leur équilibre habituel. Et même, on observe que dans les pays industrialisés, où on s'attendait à ne pas avoir de problèmes ou beaucoup moins de problèmes, il s'avère qu'il y a quand même plusieurs problèmes qui font surface suite à cette crise du Covid-19 au niveau de la chaîne d'approvisionnement, qui est le premier pilier analysé ici. Passons maintenant au deuxième pilier, qui est le pilier de la qualité nutritionnelle. C'est un pilier crucial car plusieurs millions de personnes dans le monde souffrent de malnutrition. Et d'après le FAO, la malnutrition se définit comme un mauvais état nutritionnel dû à une alimentation mal équilibrée et
ou mal adaptées à un individu ou une population donnée. Cette conception de malnutrition comprend entre autres les carences ou les déficiences en micronutriments, autrement dit manque de vitamines ou de minéraux essentiels. Un autre composant de la malnutrition est le surpoids ou l'obésité. Et actuellement, avec les mesures de confinement suite à la pandémie du Covid-19, la malnutrition dans le monde, la qualité nutritionnelle dans le monde se retrouve davantage en danger. Et à titre illustratif, prenons l'exemple des programmes nutritifs qui, à travers le monde, notamment des pays en voie de développement, pays du Sud et même en Europe de l'Est, plusieurs écoles, plusieurs milliers de personnes, centaines, voire des millions de personnes, principalement des enfants scolarisés, bénéficient via leurs écoles de programmes nutritifs, de repas gratuits, des repas par jour gratuits, des repas équilibrés et complets qui permettent à ces enfants, via leurs écoles, de se nourrir ne fût-ce qu'une fois par jour. Avec les mesures de confinement actuellement, ces écoles sont fermées et donc ces programmes nutritifs sont aux arrêts. Ces enfants se retrouvent confinés, enfermés dans leur maison, dans des foyers où les parents sont pauvres, n'ont aucun revenu. Et donc, la qualité et la quantité de ce que ces enfants reçoivent dans leur rapport journalier est en danger, est en baisse. Et donc, la santé de ces enfants se retrouve davantage en danger, étant donné que ces programmes nutritifs sont aux arrêts suite aux mesures du confinement. C'est encore une des conséquences non directement perceptibles de la crise Covid-19, mais qui a des effets sociaux dans le monde qui sont extrêmement catastrophiques. Passons maintenant à l'étude du troisième pilier qui constitue la stabilité de la sécurité alimentaire dans le monde. Ce troisième pilier concerne la stabilité du système économique et l'impact immédiat de la crise Covid-19 sur les revenus, sur les salaires à l'échelle mondiale, comme on peut le voir dans le graphique suivant. Donc là, ici, on constate que la chute des prix sur les marchés mondiaux des matières premières a été négativement impactée par la crise du Covid-19 et notamment plusieurs pays du monde, principalement plusieurs pays d'Afrique, où leurs recettes fiscales sont étroitement liées à des recettes d'exportation qui basent essentiellement leur économie sur l'exportation des matières premières brutes à l'état brut vers les pays industrialisés. Et donc, la chute des prix actuellement impacte négativement l'économie de ces pays-là. Outre ces matières premières, un autre secteur économique dans le monde est le secteur touristique. Plusieurs pays dans le monde ont basé principalement leurs économies sur le secteur touristique, ont investi massivement et fait du secteur touristique la base angulaire de leur économie. Et avec la crise sanitaire du Covid-19 et les mesures de confinement, les fermetures des frontières, le secteur touristique est aux arrêts et donc ces pays sont gravement impactés, négativement impactés et une baisse de revenus pour les caisses de l'État de ces pays et donc un danger pour les populations vivant dans ces pays qui se retrouvent notamment en danger. Et une autre conséquence sous-jacente dans le secteur touristique, ce sont les emplois saisonniers. Des millions de personnes dans le monde profitent du secteur touristique pour effectuer des emplois saisonniers afin de pouvoir nourrir leur foyer.
Et ce qui nous amène à faire le lien intrinsèque entre le nord, l'hémisphère nord de la planète et le sud en ce qui concerne ces envois de fonds d'argent, plusieurs milliards, plusieurs dizaines de milliards de dollars américains sont envoyés par an des pays du sud vers les pays du nord à travers les familles, les personnes ayant des familles se retrouvant ou travaillant dans les pays du sud, des pays industrialisés, envoient par des agences de transfert de l'argent à leur famille. Notamment, Forbes a publié pour 2018 environ 13 milliards que des familles en Afrique reçoivent de leurs familles se trouvant dans les pays industrialisés, travaillant dans les pays industrialisés. Et donc, actuellement, ces personnes se retrouvant sans emploi, sans revenus, ne peuvent évidemment pas envoyer de fonds à leur famille, ce qui vient justement mettre en danger la sécurité alimentaire de ces familles-là. D'où le lien direct intrinsèque entre l'hémisphère nord de la planète et l'hémisphère sud, dans le sens où euh, ces familles dépendent des revenus de leurs familles se trouvant dans les pays industrialisés pour pouvoir survivre. D'où l'importance de la stabilité du système économique sur la sécurité alimentaire dans le monde et notamment dans les régions vulnérables. Donc, le confinement suite à la crise du Covid-19 est venu déstabiliser le système économique mondial à l'échelle internationale. Maintenant, passons à l'échelle locale. Ici également, la stabilité du système local fut impactée, notamment elle a été touchée par ce phénomène qu'on a pu observer d'achat de panique, cet effet d'achat de panique suite aux spéculations qui ont eu lieu au sujet de la fermeture des marchés ou des petits producteurs, voire d'autres problèmes liés par exemple aux problèmes de circulation des personnes suite aux conditions de confinement, voire des couvre-feux comme on a pu observer dans certains pays, notamment en Inde, des couvre-feux qui ont été instaurés. Évidemment, ce choc, cette crise ne touche pas tout le monde de la même manière. L'expérience n'est pas pareille pour tout le monde. Déjà, avec l'arrêt de l'économie, ce sont le plus souvent les travailleurs les plus jeunes, les moins formés et ceux qui ne bénéficient d'aucun système de protection sociale qui sont les plus affectés par les conséquences de cette crise. Donc, ces différences sont évidemment à des degrés divers d'une région à une autre, d'un continent à un autre. Maintenant, nous allons nous concentrer sur l'analyse comparative, faire le parallèle entre la crise actuelle du Covid-19 et les crises précédentes. Sont-elles comparables et quelles leçons pouvons-nous tirer des crises du passé pour pouvoir gérer au mieux la crise actuelle? Pour commencer, il faut noter qu'il y a plus de différences que de similitudes entre les crises du passé et la crise actuelle. Mais comme similitude, on a déjà pu énoncer les différentes similitudes, conséquences qui sont les suivantes: les achats de panique, les désirs des pays d'accroître leur stock alimentaire, les besoins des pays de recourir à l'autosuffisance alimentaire, les problèmes d'exportation d'aliments et également une forte attention des gouvernements pour les programmes sociaux. Ce sont là les similitudes qu'on a pu observer avec les crises du passé, mais à chaque fois, comme déjà mentionné, chaque région, chaque pays réagit avec des dynamiques différentes face aux crises auxquelles le monde a pu être confronté.
Quant à la différence, ici, elle ne se situe pas au niveau de l'incertitude au sujet de la disponibilité, c'est-à-dire l'offre, mais le problème se situe actuellement au niveau de la demande. En effet, nous sommes confrontés à une hausse de la demande de partout dans le monde. Tous les pays dans le monde demandent en même temps euh, manifestent en même temps le désir d'augmenter leur stock alimentaire et ces demandes génèrent évidemment un problème parce qu'on ne sait pas satisfaire toutes les demandes euh, qui apparaissent actuellement sur le système économique. C'est cette différence-là qu'il y a aujourd'hui avec les crises du passé et comment donc peut-on gérer au mieux euh, cette crise actuelle et s'en sortir. La meilleure des gestions est évidemment une gestion collective, une gestion commune. Et en matière de politique commerciale, la notion de collective, de gestion collective est essentielle. Lorsqu'on a une crise, lorsque le monde est confronté à une crise, on a deux issues possibles, deux solutions possibles. Soit c'est du chacun pour soi, soit on gère ensemble. Évidemment, il ne faut pas être naïf. Ne vivons pas dans un monde de bisounours. Et certains pays, plusieurs pays, face à une crise mondiale, manifestent des comportements égoïstes et non coopératifs, faisant en sorte de bouleverser tout le commerce mondial, le système, la stabilité du système économique de par leur comportement égoïste. Et cela, on peut l'observer actuellement en matière de comportement. On l'observe sur le flux de nourriture, les politiques de chaque pays, l'impact de ces politiques sur le flux de nourriture sur le marché mondial, facilite-t-elle ce flux ou contraignent-elles ce flux de circulation? Et nous voyons que oui, elle perturbe justement ce flux et notamment par les politiques de restriction aux exportations, ces politiques qui sont actuellement menées par différents pays à travers le monde. Et cela nous permet de faire le parallèle, la comparaison avec ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années avec la crise alimentaire et la montée des prix agricoles. À l'époque, on avait pu observer, et en particulier de la part de plusieurs exportateurs clés de produits agricoles de base, ces exportateurs clés ont soit taxé leurs exportations, soit interdit purement et simplement stopper purement et simplement leurs exportations vers les pays qui dépendaient d'eux, faisant en sorte que les pays importateurs nets se sont retrouvés sans source d'approvisionnement et en grave difficulté. On a observé cet effet domino, cet effet de panique qui a eu pour conséquence notamment l'augmentation des prix agricoles, d'où le terme de la crise des prix agricoles. C'était dû à ces comportements égoïstes de la part de certains pays exportateurs clés qui ont décidé de taxer leurs exportations de denrées alimentaires, voire de le réduire ou de les stopper simplement. Ce sont des politiques protectionnistes, voire trop protectionnistes, voulant protéger à excès leurs propres consommateurs et avec comme effet domino de pénaliser leurs propres producteurs locaux qui se sont retrouvés en incapacité de pouvoir vendre au juste prix leurs récoltes. Aujourd'hui, la situation est différente. On n'a pas observé de pénurie alimentaire globale et la plupart des pays disposent de stocks alimentaires suffisants. On n'a pas eu de mauvaises récoltes ni de choc climatique, sauf petit bémol comme cité en Afrique de l'Est, la situation avec l'invasion des criquets
qui touche aussi maintenant la péninsule arabique et l'Asie occidentale. De par là, il faut noter, comprendre que la plupart des crises dont les pays sont confrontés sont d'origine domestique, sont internes, comme les criquets, par exemple. Ce n'est pas une crise d'origine, c'est pas une crise globale, mais une crise régionale, une crise domestique. Et la plupart de ces crises domestiques nécessitent de ces pays, des pays du monde entier, de rester connectés au réseau, de ne pas se fermer euh, aux marchés mondiaux. Comme vous pouvez le voir ici à l'écran, le suivi des restrictions aux exportations dans le monde, elles restent très limitées. Les restrictions dans le monde restent très limitées, surtout par rapport à ce qu'on a pu voir dans le passé. Globalement, aujourd'hui, il y a moins de 1% du commerce mondial de calories qui est actuellement contrainte. Et ce qui veut dire qu'en règle générale, il ne faut pas paniquer, mais si cela persiste, cela peut devenir au niveau local un sérieux problème pour certains pays. Par exemple, ici à l'écran, au sud de la Russie, le Kazakhstan, prenons l'exemple du Kazakhstan, le Kazakhstan qui arrête ses exportations de farine de blé. Cela est un sérieux problème pour un pays comme l'Afghanistan, ici tout près du point rouge, à l'ouest du Kazakhstan, un pays comme l'Afghanistan qui dépend essentiellement pour son approvisionnement du Kazakhstan, son approvisionnement en farine de blé. Et quand le Kazakhstan décide justement d'arrêter ses exportations de farine de blé, l'Afghanistan se retrouve en problème. Et c'est généralement le cas pour les pays qui sont enclavés. Ces pays n'ont pas directement accès aux marchés mondiaux. Dès lors, le comportement de leurs voisins, les comportements égoïstes ou non, le comportement coopératif ou non coopératif de leurs voisins ont un impact direct pour ces pays qui sont enclavés. Et donc, ces pays prêtent énormément d'attention à ce que leurs voisins font. Prenons l'exemple du Vietnam qui se trouve ici sur la carte à l'est de l'Inde. Le Vietnam qui décide soudainement de restreindre ses exportations de riz. Cela est un problème pour beaucoup de pays importateurs de riz parce que le marché mondial du riz est un marché extrêmement restreint. Il y a très peu de pays exportateurs qui sont présents sur ce marché et le Vietnam, quant à lui seul, pèse 10% de ce marché mondial de riz et donc ces politiques de restriction peuvent rapidement créer des tensions sur les marchés mondiaux et générer des problèmes pour plusieurs pays dans le monde, notamment des pays africains qui dépendent, qui sont dépendants des exportations ou de l'importation de riz dans leur pays. Et autre comportement qu'on peut qualifier de comportement non coopératif, ce qu'on a pu observer, suivre en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, où un certain nombre d'exportateurs ont eu l'interdiction d'exporter le surplus de leurs graines vers le Niger, alors que le Niger et le Burkina Faso font partie d'une même communauté économique qui est la CEDEAO. Et alors que le Niger se trouve en pénurie et qu'elle aimerait acheter, commercer avec le Burkina Faso décide de se fermer à son voisin et mettre son voisin en difficulté. Ce sont là des comportements égoïstes et non coopératifs qui mettent en danger ces pays qui sont dépendants au niveau de leur sécurité alimentaire, dépendants des autres.
ce n'est pas seulement la dépendance du nord, du sud par rapport au nord, mais c'est aussi au sein même d'une même région, d'une même communauté économique, des problèmes de ce genre, de comportements de ce genre peuvent affecter énormément de millions et des millions de personnes et mettre en danger leur sécurité alimentaire. Et donc, à quoi pouvons-nous nous attendre après cette crise donc post-Covid-19? Il faut savoir que depuis que le monde existe, il y a toujours eu des crises et il y en aura toujours. Donc, la question n'est pas de savoir comment éviter ou éliminer les crises du futur, mais la question est de savoir comment se préparer au mieux à gérer les futures crises à venir. Il nous faut tout d'abord une stratégie qui prend en compte les risques essentiels dans nos choix d'investissement, du plus petit producteur jusqu'à l'État. Et le monde d'aujourd'hui dispose des moyens financiers et informationnels capables de nous permettre de gérer au mieux, de nous préparer au mieux pour les crises futures. Nous sommes en effet dans un monde globalisé et un monde globalisé est toujours plus efficace à gérer les risques qu'une infinité de petits États fractionnés. Dans un monde globalisé, on peut redistribuer le risque. Dans un monde globalisé, on peut redistribuer les richesses, mais cela exige de la bonne volonté, de la bonne voie, de la bonne volonté politique et des mécanismes de coopération derrière qui mettent clairement les principes et les règles pour savoir qui fait quoi et quand et qui ne fait pas quoi et quand. Et donc, dans cette crise, je tiens une fois de plus à insister sur la problématique de la gestion des inégalités sociales. Cette gestion sera critique post-Covid-19 pour la stabilité politique de plusieurs pays dans le monde. On a pu noter que les dernières crises économiques, les derniers plans de sauvetage et les derniers stimulus n'ont pas forcément permis de réduire les inégalités au sein des pays. Ce qui est très différent avec les sorties de crise du XXe siècle, notamment la grande crise de 1929 qui a donné lieu au fameux New Deal, qui était un nouveau contrat social qui avait permis de réduire considérablement les inégalités sociales. Avec la crise du Covid-19, post-crise, il faudra que les États interviennent et redistribuent de manière équitable les richesses de leur pays à toutes les couches de la société afin de préserver ce qu'on appelle en anglais, ce qu'on qualifie de Universal Basic Income, comment traduire de Universal Basic Income en français, le salaire de base minimum pour permettre à un individu, à un foyer de survivre, de vivre dignement. Il faudra que chaque État puisse orienter ses politiques publiques, ses politiques sociales afin de permettre à chaque classe sociale, à chaque couche sociale de pouvoir bénéficier des richesses, des revenus de leur pays et pouvoir vivre dignement afin de réduire justement ces écarts, ces inégalités sociales et éviter que le fossé devienne de plus en plus grand. Après cette crise encore, il est peu probable qu'on revienne au système d'avant, car la plupart des crises majeures, à l'instar de celle-ci, ont eu pour effet de transformer le système économique mondial et on doit s'attendre à des effets similaires avec la crise actuelle. Après la crise du Covid-19, il faudra également revoir nos pratiques agricoles et nous séparer de ces pratiques, de ces méthodes agricoles qui sont les plus polluantes, les plus dommageables pour la santé de l'homme et pour l'environnement. Il faudra investir davantage dans le développement durable et pour les régions qui sont les régions du monde qui sont vulnérables, qui sont dépendantes
des marchés mondiaux, qui sont dépendants des marchés mondiaux complètement et exclusivement parce qu'elles importent tout de l'extérieur. Il faudra que ces régions, ces pays puissent, post-crise Covid-19, puissent investir massivement et valoriser leur potentiel agricole national, valoriser leurs producteurs agricoles familiaux afin de pouvoir justement être moins dépendants des marchés extérieurs dans le cas où lors d'une crise, ces marchés viendraient à se fermer à eux et les mettre en danger. Donc, la configuration du monde après, ou la réconfiguration du monde après cette crise sera soit on va se diriger vers un monde qui sera davantage plus organisé avec une vision plus coordonnée, soit on ira vers un monde avec encore plus de tensions, avec encore plus de conflits et plus de risques, plus de crises. L'intensification des conflits liés au contrôle des terres fertiles, des terres arables, vont s'aggraver et générer des drames et des génocides comme on a pu l'observer à travers le monde ces dernières décennies. Aujourd'hui, le monde subit une crise biologique qui affecte la santé de l'homme. Demain, qui affecte la santé de l'homme, c'est-à-dire les hommes, les travailleurs se retrouvent en incapacité de travailler. Demain, le monde peut être confronté à une crise informatique, à une attaque informatique où un virus viendrait endommager nos systèmes de communication, tous nos systèmes utilisant des drones et des satellites pourraient se retrouver compromis. Donc, cela nous renvoie ici à faire l'équilibre, le choix entre choisir d'aller vers un modèle agricole exclusivement modèle agricole qui favorise exclusivement la main-d'œuvre agricole, la mise en valeur des travailleurs, ou aller vers un modèle exclusivement mécanisé. Comme je viens de l'expliquer, un modèle agricole exclusivement employant de la main-d'œuvre ne peut pas être mis en avant exclusivement parce que face à une crise comme la crise actuelle d'une attaque biologique où les travailleurs, la santé de l'homme est affectée, l'activité agricole pourrait se retrouver aux arrêts et la sécurité alimentaire mondiale aggravée. Maintenant, pourquoi le modèle mécanique ne peut pas être exclusivement le modèle à privilégier? Parce que, une fois de plus, si demain, comme je viens de l'expliquer, on est confronté à une attaque informatique, un virus informatique, l'activité agricole dans le monde serait aux arrêts et la sécurité alimentaire risquerait d'être sévèrement impactée. Donc, il nous faut, pour éviter la paralysie de l'activité agricole et de la mise en danger de la sécurité alimentaire mondiale, il nous faut analyser quel portefeuille de technologies, de modèles d'investissement que nous voulons pour le futur afin de pouvoir gérer différents types de crises. Il faut avoir une approche du risque construite et équilibrée et ne pas mettre tous nos œufs dans le même sac. Il faut trouver un équilibre entre le modèle agricole employant plus de main-d'œuvre, le modèle agricole familial et le modèle agricole plus mécanisé. Il faut une approche construite et équilibrée entre ces deux approches. Voilà, passons maintenant à cette troisième partie et dernière partie d'ailleurs qui analyse rapidement de manière très très synthétique la question de la gouvernance mondiale, de la législation mondiale et du fonctionnement des institutions internationales censées gérer ces crises. Est-ce que ces institutions, organisations internationales fonctionnent et qu'en est-il justement de ce fonctionnement face à cette crise? Ici, en ce qui concerne la gouvernance mondiale,
la législation mondiale, on touche ici à des enjeux importants liés à la souveraineté des États, que ce soit au niveau local, régional et global. Dans l'histoire des institutions, des organisations régionales, on a pu observer que l'incapacité de ces institutions, organisations mondiales dans l'histoire du monde a eu du mal à fonctionner, l'incapacité de ces organisations à fonctionner, pardon, était notamment due à des politiques, des comportements égoïstes ou des politiques de certains pays, certains États membres qui en situation, quand la situation, la crise ou la situation, le contexte qui ne leur était pas favorable ou ils ne bénéficiaient pas d'un avantage absolu par rapport aux autres, certaines grandes puissances notamment ont préféré appliquer euh, la politique du blocage des institutions par des recours du veto, le veto qui est un instrument utilisé parfois notamment pour bloquer le fonctionnement des institutions, la politique de la chaise vide, toujours dans le but de bloquer le fonctionnement des institutions. Il faut aussi rappeler que ces institutions, organisations internationales ont du mal à fonctionner correctement à cause des comportements égoïstes, notamment et principalement des grandes puissances qui dirigent le monde. Une institution telle que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, continue actuellement et toujours à se battre pour éviter que certains pays puissants ne bloquent des exportations à but humanitaire. Le Fonds mondial de lutte contre la pauvreté, quand il veut acheminer des cargaisons pour lutter contre la faim dans le monde, certains pays puissants sont là derrière, en coulisses, en train d'essayer de bloquer ces cargaisons parce que notamment ces pays puissants sont des pays, principalement les pays exportateurs qui exportent vers les pays vulnérables euh, qui dépendent d'eux. Du coup, l'envoi de cargaisons euh, à but humanitaire, en tout cas à leurs yeux, selon leur appréciation, cet envoi vient mettre en péril leur économie nationale et, et serait justement contre-productive ou non compétitive. Du coup, cela nous ramène à repenser ou à prendre conscience de l'état actuel du système international. Il y a une forte concentration de pouvoir des acteurs économiques sur les marchés mondiaux, un très nombre limité d'acteurs économiques qui détiennent, qui contrôlent absolument tout le système économique dans sa globalité et qui peuvent décider de paralyser le système ou non. Il y a également certaines de ces pays qu'on appelle les grandes puissances qui, eux, détiennent entre leurs mains, c'est un nombre très réduit de pays, notamment les grandes puissances, on les retrouve notamment présents dans le Conseil de sécurité de l'ONU, ce qu'on appelle les 5 P, les 5 membres permanents, qui, eux, détiennent entre leurs mains une concentration de pouvoir géopolitique et donc sont les leaders du monde et décident du bon fonctionnement ou non de ces institutions internationales. Dernièrement, vous avez vu que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a été mise en danger par la décision de Donald Trump, président des États-Unis, en tout cas de bloquer comment dire, la contribution américaine ou de retirer son pays de cette structure. Et du coup, l'OMS s'est retrouvé en danger parce que le plus important contributeur, bailleur de fonds des différents institutions internationales, ce sont les États-Unis en premier lieu et la Chine qui monte puissamment et qui est de plus en plus
présente au niveau des institutions internationales et on attend d'elle évidemment qu'elle joue son rôle. Et en effet, face à cet ordre mondial dirigé par un nombre très réduit de grandes puissances, pour les petites puissances, pour les moyennes puissances et les pays faibles, à économie faible ou pays tout simplement géopolitiquement faibles qui sont dépendants des autres, la solution serait pour ces pays de se coaliser, de faire une coalition d'intérêts afin de tout simplement de contrebalancer la suprématie de ces grandes puissances à défaut de pouvoir changer l'ordre mondial actuel et chercher à aller vers un ordre mondial plus équilibré et plus équitable. Et c'est là que le rôle du continent, le niveau régional, trouve de son importance car il permet aux pays faibles, aux petites puissances, aux puissances moyennes, en se coalisant, de devenir plus forts sur la scène internationale, d'avoir une voix plus portante et, euh, et de pouvoir justement contrebalancer la dictate, de faire le contrepoids devant la dictate des grandes puissances, mais cela exige de la part de ces petits États, ces petites faibles, de ces pays faibles, cela exige de eux une maturité politique, une volonté politique capable de transcender leurs différends et leurs différences et de coaliser leurs intérêts communs afin de devenir un bloc puissant sur la scène internationale et faire face et faire contrepoids devant la dictate des grandes puissances internationales. Donc, passons à la conclusion de cette première partie consacrée à l'analyse de l'impact de la crise Covid-19 sur la sécurité alimentaire mondiale. En conclusion et comme piste de solution envisageable, et principalement pour les pays qui dépendent dans leur importation des autres, des marchés extérieurs, outre l'objectif à atteindre de l'autosuffisance alimentaire, il faut, dans un premier temps, pour ces pays, il leur faut investir massivement et valoriser leurs ressources, leurs propres ressources agricoles locales et faire en sorte d'être moins dépendants des marchés mondiaux pour tout simplement éviter qu'en période de crise mondiale, que quand des pays décident d'appliquer des politiques d'interdiction, de prohibition des exportations, de fermer leurs frontières, de stopper, d'arrêter net leurs exportations, que ces pays qui sont vulnérables et importateurs se retrouvent en danger et en situation de crise au niveau de leur sécurité alimentaire. Et pour éviter ces situations, il faut dès à présent devenir de moins en moins dépendant du système des marchés mondiaux et des exportations, des importations, en tout cas du point de vue du pays qui est dépendant. Ce pays importe et donc doit être moins dépendant de ses importations. Et la maîtrise de sa sécurité ou de l'insécurité alimentaire est également intrinsèquement liée à la stabilité politique des régimes politiques dans les pays vulnérables, les régions vulnérables, car elles peuvent, ces stabilités, si elle n'est pas garantie, bien gérée, post-crise, elle peut conduire à des révolutions, des révoltes et voire conduire à des changement de régime. Donc, il faut absolument valoriser votre potentiel agricole local, mais j'insiste, cela doit se faire de manière durable et écologique. Il ne faut pas vider toutes vos ressources naturelles, il ne faut pas vider toutes vos ressources en eau, par exemple. Il ne faut pas détruire vos forêts, il ne faut pas vider votre capital naturel juste dans le but de devenir autonome ni autosuffisant. Et à titre
d'illustration. Prenons l'exemple de la production de céréales. L'Arabie Saoudite, il y a une dizaine d'années, a voulu arriver à l'autonomie, accéder à l'autonomie au niveau de la production agricole. L'Arabie Saoudite est même devenue pendant un temps exportateur net durant 1 an ou 2 ans de céréales, jusqu'au moment où l'Arabie Saoudite s'est aperçue qu'ils avaient consommé plus de 40 ans de leur réserve mondiale en eau, juste pour arriver à cette autonomie, et ont dû stopper net cette volonté de surproduction qui est dommageable pour l'environnement et qui conduit à épuiser ses ressources naturelles. Donc, il faut valoriser sa production nationale quand elle fait sens, aussi bien en matière de lutte contre la pauvreté, mais dans le respect de l'environnement, j'insiste. Produire plus dans un contexte donné, c'est un bon objectif. Par contre, il ne faut pas non plus le faire dans le but de se déconnecter totalement des marchés mondiaux et vouloir vivre en autarcie. Ça, ce serait une erreur que de vouloir se déconnecter complètement des marchés mondiaux. Comme déjà cité, en cas de crise, généralement les crises sont d'origine domestique, vous aurez toujours besoin de devoir recourir aux marchés extérieurs, aux marchés internationaux pour pouvoir vous approvisionner, faire vos stocks et garantir la sécurité alimentaire de votre pays, de pouvoir nourrir votre population. Et si vous n'êtes pas connecté à un réseau, vous serez en incapacité de pouvoir justement nourrir vos populations, ce qui pourrait conduire justement à l'instabilité politique à l'intérieur de votre État. Et donc, l'objectif de produire plus pour devenir autosuffisant ou vivre en autarcie, ce n'est pas l'objectif qu'il faut privilégier, mais valoriser la production nationale afin d'être moins dépendant des marchés mondiaux. Il faut absolument y songer et investir massivement. Euh, et après une crise, après cette crise, il va falloir songer, réfléchir au bon déroulement des prochaines récoltes. Et il faudra veiller à ce que tous les agriculteurs puissent avoir accès aux terres, accès aux intrants, accès aux technologies de transformation, notamment dans l'élevage. Les producteurs doivent avoir accès aux abattoirs, aux usines de transformation de produits laitiers, par exemple. Il faut veiller à ce que la logistique puisse se suivre pour pouvoir transporter ces produits agricoles d'une région à une autre, d'une frontière à une autre, et investir également dans les infrastructures de stockage. Et enfin, après cette crise, à l'échelle internationale, il serait peut-être possible de songer à la question, de réfléchir sur la possibilité de créer un plan Marshall global et inclusif qui permettrait justement de gérer au mieux les conséquences économiques de cette crise du Covid-19. Ainsi donc, comme vous l'aurez compris, la compréhension de l'agriculture en amont comme en aval reste très critique et complexe. Et ici, dans cette mini-conférence que j'ai organisée pour vous, j'ai volontairement extrait de mon exposé d'aujourd'hui. Je ne suis pas allée en détail dans la problématique liée au marché mondial du riz, car cette problématique est d'autant plus complexe et mérite de prendre plus de temps pour l'aborder de manière individuelle. Et donc, je vous propose dans ma prochaine vidéo de traiter justement la problématique liée au marché mondial du riz actuellement dans le monde. Voilà, j'espère que vous avez apprécié mon analyse, ma réflexion et
mon explication quant à l'impact de la crise du Covid-19 sur la sécurité alimentaire. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos questions, vos remarques, vos commentaires et vos suggestions afin de me permettre de pouvoir justement les intégrer ou améliorer mes prochaines analyses que je vous proposerai prochainement. Voilà, merci et à bientôt.